Les mythes de la guerre de 1948 à 1949. La guerre peut maintenant commencer. La Grande-Bretagne s'est abstenue sur le plan de partage. Elle décide de mettre un terme à son mandat le 15 mai 1948, mais ne permet pas aux Nations unies de prendre le relais pour assurer une transition pacifique. Dès décembre 1947, des affrontements mettent aux prises juifs et arabes en Palestine. Le 14 mai 1948, Ben Gurion annonce la création de l'État d'Israël, et le lendemain, les armées de plusieurs États arabes envahissent la Palestine. À l'issue d'une guerre qui se prolongera jusqu'en juillet 1949, entrecoupée de trêves, Israël sort victorieux. Il a repoussé ses frontières bien au-delà de ce que prévoyait le plan de partage. Il s'est débarrassé de la grande majorité des Palestiniens résidant sur son territoire, les transformant en réfugiés. Il occupe la partie ouest de Jérusalem, dont il fait sa capitale. 2 territoires seulement lui ont échappé, la Cisjordanie et Jérusalem-Est, que la Jordanie annexe en 1950. La petite bande de Gaza, qui passe sous tutelle égyptienne mais conserve son autonomie. Je me souviens encore de ces timbres égyptiens que l'on vendait au Caire à la fin des années 50, avec, en surimpression, le mot Gaza. La conflagration de 1948-49 a engendré de nombreux mythes. Les dirigeants sionistes auraient voulu appliquer le plan de partage. La victoire israélienne contre 5 armées arabes relèverait du prodige. Analyse d'un miracle, tel est le titre d'un ouvrage d'Arthur Koestler consacré à l'événement. Les réfugiés seraient partis d'eux-mêmes ou à l'appel des dirigeants arabes. Israël a cherché obstinément la paix avec ses voisins. Israël est un État démocratique, en tout cas pour ses citoyens juifs. Les Arabes subissent des discriminations dans divers domaines. Après 30 ans, ces archives se sont ouvertes aux chercheurs, même si certaines d'entre elles, trop sensibles, restent encore inaccessibles. Elles ont permis de revisiter de nombreux mythes de l'histoire nationale. Les mensonges historiques ne sont évidemment pas une nouveauté, ni une particularité de la région. Ernest Renan, que j'ai déjà cité, écrivait « L'oubli, et je dirais même l'erreur historique, sont un facteur essentiel de la création d'une nation. L'investigation historique, en effet, remet en lumière les faits de violence qui se sont passés à l'origine de toutes les formations politiques. Au Proche-Orient aussi, l'histoire épaule presque directement les stratégies politiques. Établir si les Palestiniens ont été chassés en 47-49 ou sont partis de leur plein gré a bien évidemment des conséquences concrètes sur leur statut actuel et sur ce que l'on appelle leur droit au retour. Et la remise en cause des mythes que j'ai évoqués bat en brèche la supériorité morale que s'est arrogée Israël au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Les Palestiniens, comme les États arabes, à l'exception, nous le verrons, de la Jordanie, ont refusé le partage. Au nom des rapports de force, on peut estimer qu'ils auraient mieux fait de l'accepter, comme certains d'entre eux le pensèrent. On peut aussi comprendre que le principe du partage leur soit apparu particulièrement illégitime. Pourquoi 400 000 d'entre eux devraient-ils devenir une minorité dans un État juif? Pourquoi les Juifs, qui représentaient un tiers de la population, se voyaient-ils accorder 55% du pays? Quant aux sionistes, leur sens tactique surpassa celui de leur adversaire. Ils savaient quel discours porter dans les instances internationales, même s'ils n'étaient pas prêts à s'y conformer.
Depuis de longues années, le mouvement sioniste était confronté à des propositions de partage de la Palestine, notamment celle de la commission Peel en 1937. Ben Gurion en acceptait le principe, mais il précisait aux membres de son parti, de la même manière que je ne considère pas l'État juif proposé comme la solution finale au problème du peuple juif, je ne vois pas la partition comme la solution finale de la question de Palestine. Ceux qui rejettent la partition ont raison, car ce pays ne peut être divisé parce qu'il constitue une entité unique, pas seulement d'un point de vue historique, mais aussi naturel et économique. S'adressant à l'exécutif sioniste, il était encore plus direct. Après la formation d'une armée importante dans le cadre de l'établissement de l'État, nous abolirons la partition et nous nous étendrons à l'ensemble de la Palestine. L'assentiment au principe du partage était purement tactique, dès 1937. Il en sera de même en 1947. Intervenant le 3 décembre 1947 devant la direction de la Histadrout, la centrale ouvrière juive, Ben Gurion affirme que le plan de partage qu'il vient publiquement d'accepter ne fournit pas les bases d'un État juif stable. Nous devons envisager cela avec clarté et précision. Un tel découpage ne nous donne même pas une assurance absolue que le contrôle restera dans les mains de la majorité juive. Et il précise en de nombreuses occasions que les limites de l'État juif seront déterminées par la fortune des armes. Le texte de la déclaration d'indépendance du 14 mai 1948 ne contient d'ailleurs aucune mention ni de la résolution du 29 novembre 1947, ni des frontières. Au même moment, ses émissaires assurent au président américain que l'État d'Israël a été fondé dans les frontières approuvées par l'Assemblée générale des Nations unies. Pure mystification.